merci à tous d'être là pour ce webinaire sur notre système de santé. Merci surtout à Marie-Sophie qui est à côté de moi et qui évidemment est l'héroïne principale de ce webinaire, d'accepter de passer un moment avec nous. Marie-Sophie fait partie, a une longue expérience du système de santé, mais pas du côté, si je puis dire, des salles d'opération, mais du côté de son administration. Marie-Sophie est un des produits de cette célèbre école de Rennes qui forme les administrateurs de notre système de santé, et elle a été directrice d'hôpital, directrice de plusieurs hôpitaux, je pense, Marie-Sophie, directrice d'agence régionale de santé, avec la responsabilité que ça suppose en termes de restructuration, suppression de lits, etc., etc. Et elle préside aujourd'hui la FEAP, qui est une des fédérations hospitalière, la fédération du privé solidaire, ce qui lui donne l'occasion de participer encore à tous les débats en cours sur notre système de santé et son avenir. Cela dit, notre propos aujourd'hui n'est pas tant les questions d'actualité immédiate que ce qu'on souhaiterait faire avec Marie-Sophie, c'est plutôt de resituer, comme toujours, aux vigilants, dans une perspective un peu longue, notre système de santé, d'où il vient, pourquoi il a l'air un peu en crise aujourd'hui et quelles sont les perspectives d'avenir. Comme d'habitude, on va commencer par un propos liminaire de 20 minutes, une demi-heure maximum, et pour laisser toute la place à vos questions que vous allez nous poser sur les questions-réponses de Zoom et que je relayerai en essayant peut-être parfois, ça ne sera pas forcément dans l'ordre, j'essaierai peut-être un peu de grouper. Alors, Marie-Sophie, juste pour lancer le débat, en tant que journaliste, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de m'intéresser au système de santé. Longtemps, quand j'entendais dire que le système est en crise, que plus rien n'allait, je me rassurais parce que je rencontrais quelqu'un qui sortait d'un hôpital, qui venait d'être soigné et qui me disait quand même l'hôpital français, formidable. Là, je suis plus inquiet parce qu'un élément nouveau est arrivé. On me dit que les soignants craquent, que des soignants quittent l'hôpital. Donc, il me semble que c'est le signal d'autre chose. Alors, toujours dans mes habitudes de journaliste, j'avais l'habitude de regarder une série statistique qui est celle de l'OCDE, bien connue, de la part que chacun des pays consacre, de la part de sa richesse qu'il consacre au système de santé. Et je suis allé la regarder en me disant, bon, est-ce que vraiment vous avez, vous, les administratifs, les gestionnaires de la santé, trop serré la vis? Et en gros, la France est toujours à plus de 11% de sa richesse nationale consacrée à son système de santé, voire parfois certaines années de crise Covid un peu plus, c'est-à-dire qu'elle est dans les plus hauts niveaux des pays occidentaux. Donc, le problème ne semble pas être dans la masse du pognon de dingue, comme dirait quelqu'un que nous connaissons bien. Voilà, c'est un petit peu là-dessus qu'on aimerait vous entendre, Marie-Sophie, c'est d'où vient la crise actuelle et surtout, quelles sont les perspectives d'avenir, à votre avis? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Si vous me permettez, je vais juste un tout petit peu rectifier la présentation qui a été faite, parce que pour moi, ça a du sens. C'est vrai que j'ai une carrière essentiellement
hospitalière et dans l'organisation du système de santé, mais il se trouve que parallèlement, j'ai toujours eu des fonctions dans une logique de bénévolat dans des associations qui représentent les usagers, et en l'occurrence, j'ai été présidente longtemps de l'Association des Parisiens de France, ce qui m'a toujours permis d'avoir, j'allais dire, cette double vision de la vision du système de santé vue par les personnes elles-mêmes, et puis effectivement cette vision vue à un niveau plus macro sur qu'est-ce qui se passe, comment notre système de santé répond aux besoins. Vous remarquerez que je parle de système de santé. Je ne parle pas spécifiquement de l'hôpital, même si on peut avoir un débat sur l'hôpital, parce qu'en réalité, une des difficultés de l'hôpital est liée globalement à l'organisation de systèmes de santé. Donc, on a des interactions qui sont importantes. Le propos que j'avais envie d'avoir avec vous aujourd'hui et sur lequel j'avais envie d'échanger, c'était finalement d'essayer de regarder qu'est-ce qui joue aujourd'hui, quels sont les facteurs qui influent sur le système de santé, et puis, par ailleurs, quelles sont donc les solutions, comment on peut essayer d'envisager les évolutions. Alors, quand on regarde tout d'abord les facteurs qui jouent sur le système de santé, je vais commencer, tout seigneur, tout honneur, par les personnes, les attentes des personnes vis-à-vis du système de santé ou les attentes d'une population vis-à-vis d'un système de santé. Et quand on parle des attentes de la population, il y a en fait plusieurs critères qui jouent. Il y a tout d'abord, qui me semble être un élément majeur, qui est finalement la question de l'accès aux soins. C'est comment j'ai accès aux soins, moi qui vis, quel que soit le point du territoire et quelles que soient mes difficultés spécifiques. Et là, on est obligé de dire qu'on vit effectivement une dégradation. Alors, moi, je fais partie de ceux qui n'aiment pas l'expression déserts médicaux, parce que honnêtement, quand pour avoir accès à un médecin généraliste, la distance est moindre que la distance que vous parcourez pour aller à votre supermarché, je trouve qu'on ne peut pas parler de déserts médicaux. En revanche, on peut effectivement parler d'un problème d'accès aux soins sur la question de la durée pour obtenir un rendez-vous. Alors, c'est vrai pour les médecins généralistes, mais c'est évidemment encore plus vrai pour l'accès aux médecins spécialistes, puisque c'est en mois que la question se pose maintenant, pour des dentistes, pour des ophtalmologues, etc. Donc, on a un sujet qui est la question de l'accès aux soins pour la population. Notamment hors région parisienne. Oui, mais pas que. Enfin, aller en Seine-Saint-Denis, je dirais, c'est pas si simple que ça, que d'avoir également des rendez-vous aujourd'hui en Seine-Saint-Denis. Donc, ça n'est pas que dans les territoires ruraux. Et si on regarde les chiffres aujourd'hui, je viens un peu avant ce que je voulais dire, mais si on regarde les chiffres aujourd'hui, on se rend compte que là où on perd le plus de médecins, c'est en région Île-de-France. Donc, en nombre, c'est là que les choses se passent en réalité. Donc, il y a ce sujet donc, de l'accès aux soins pour la population générale. Il y a un deuxième sujet qui est toujours la question de l'accès aux soins pour les personnes, j'allais dire, qui sont les plus éloignées du soin, qui peuvent être des personnes âgées, qui peuvent être des personnes en situation de précarité, des personnes en situation de handicap, et qui a un impact en réalité sur nos mauvais indicateurs autour des inégalités sociales de santé. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous regardez les taux de mortalité évitables, etc., vous vous rendez compte qu'il y a une inégalité flagrante qui est liée au niveau de pauvreté et donc au niveau de l'éloignement du soin. Et pour le coup, nous avons plutôt des résultats moins favorables que le reste de l'Europe sur ces questions-là. Donc, vous voyez, pour la population, il y a un sujet accès aux soins. Mais dans le cadre également des attentes de la population, il y a quelque chose autour de je veux une qualité de soins et le niveau d'exigence sur la qualité de soins n'est plus le niveau d'exigence qu'on avait il y a 20, 30 ou 40 ans.
Je veux dire, il y a 20, 30 ou 40 ans, quand vous étiez en chambre double dans un établissement de santé, c'était quelque chose qui était normal. Il y a 20 ou 30 ans, voilà, quand le médecin vous disait, écoutez, c'est comme ça et on va donc faire ça, parce que c'est de ça dont vous avez besoin, personne n'avait l'idée d'aller discuter des choses. Et alors qu'aujourd'hui, on va aller sur Internet, on va s'assurer que c'est bien ça qu'il faut, on va aller, etc. Donc la relation entre le soignant et le soigné a fondamentalement évolué, lié d'ailleurs à l'évolution de moyens du niveau d'instruction de la population française. Donc, on a également ces éléments-là. Et puis, on a, troisième élément à mon avis qui joue, la volonté d'aller le moins possible à l'hôpital, d'une certaine façon, ou du moins d'être hospitalisé, et donc la volonté que la plupart des choses puissent se dérouler à domicile et ou en hospitalisation ambulatoire, qui impacte également forcément l'organisation des soins. Donc ça, c'est ce qui joue pour construire un système de santé qui fonctionne et qui donne satisfaction. Le deuxième élément qu'il faut également regarder, c'est la question, j'allais dire, des professionnels. C'est-à-dire, c'est comme ce que Jean-Claude Azera m'a effectivement lancé sur ce sujet-là. On dit qu'il y a des soignants qui quittent la profession. Qu'est-ce que ça veut dire, j'allais dire, de notre organisation hospitalière et de système de santé. Et là encore, il y a plein de facteurs qui jouent. Alors, de manière contre-intuitive, on n'a jamais eu autant de médecins en France. Donc, on n'a pas un sujet en logique de quantité. En revanche, ce qui se produit désormais, ce sont plusieurs éléments, mais qui finalement frappent également la société française. C'est-à-dire que globalement, les médecins, ils ont plutôt envie d'être en ville, dans un lieu où ils vont avoir une vie sociale, plutôt que de se retrouver en ruralité. Ce n'est pas incroyable, d'autres le disent également. Deuxième élément qui joue, c'est ce sujet autour de comment on réussit à articuler vie professionnelle et vie personnelle. C'est un sujet qui existait avant Covid. Et évidemment que tout l'épisode Covid a augmenté. Il faut dire que le télétravail pour les soignants, ce n'est pas la chose la plus pratique. Et donc, en réalité, il y a vraiment besoin d'une présence 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc, on a un niveau de contrainte professionnelle qui est énorme pour tout le monde. Je ne parle pas que des médecins, je parle des aides-soignants, je parle des infirmiers, bref, je parle de celles et ceux qui soignent et accompagnent au quotidien les personnes. Sauf que ce niveau de contrainte, ce niveau d'exigence pose aujourd'hui question aux professionnels et notamment aux jeunes générations qui arrivent. Alors, comme je suis une femme, je ne vais pas le lier à la féminisation, mais je suis obligée de dire qu'en moyenne, lorsque l'on avait, il y a quelques décennies, un temps de travail de médecin qui avoisinait plutôt les 70 heures, j'allais dire en moyenne, nous avons maintenant quelque chose qui est plutôt tombé aux alentours de 50 heures. On me dirait 50 heures, c'est toujours plus que 35, mais c'est du temps de travail qui manque objectivement pour répondre aux soins. Et ça, pour le coup, c'est une tendance lourde. C'est-à-dire que donc, le fait est que nous allons devoir continuer et prendre en compte ces éléments-là. L'autre élément qui a changé également, et là je vise plus les médecins, c'est cette volonté maintenant de travailler en équipe. C'est-à-dire que l'exercice isolé, solitaire, rencontre de moins en moins, j'allais dire, les attentes des professionnels. Et puis, plus globalement, et ça c'est vrai pour l'hôpital, mais pour tous les établissements, quels qu'ils soient, la jeune génération est dans une demande d'autonomie, dans une demande de responsabilisation, dans une demande de relations accrues avec les personnes qu'ils soignent et qu'ils accompagnent, et donc qui rentre en contradiction avec un management hospitalier qui est sans doute assez descendant et assez, j'allais dire, procédurier.
je veux dire, un des exemples qu'on peut se donner, c'est la question du financement à la qualité et donc de la logique de comment on définit la qualité. Ces sujets-là, on les posait pas il y a 20 ou 30 ans. C'est-à-dire que le médecin, il avait une certaine manière de procéder, on considérait qu'elle était la bonne. C'est-à-dire donc aujourd'hui, on a beaucoup de regards extérieurs sur la qualité des actes et la manière dont les choses doivent fonctionner. Vous voyez, donc ça, deuxième élément qui joue beaucoup, hein, c'est l'attitude des professionnels et leur relation avec le système de santé. Et puis, le troisième élément qui joue également, et notamment sur les aspects financiers qui ont été évoqués par Jean-Claude, c'est la question du progrès et du progrès médical. C'est-à-dire il y a de plus en plus de capacités de diagnostic, mais ces capacités de diagnostic, il y a souvent des équipements qui coûtent cher. On a de plus en plus des capacités à soigner et on a fait des progrès absolument extraordinaires sur le traitement du cancer, sur le traitement des cardiopathies, maintenant, ce qui sort beaucoup, c'est le traitement de toutes les maladies du cerveau, etc. Donc, il y a vraiment des progrès extraordinaires, mais avec des médicaments qui ont également un prix extraordinaire. C'est-à-dire que pour une personne donnée, on a des traitements qui se comptent en centaines de milliers d'euros. Et donc, cette question-là, du coût du progrès et de jusqu'où on est en capacité d'aller, est une question en soi, sachant que, bien évidemment, si vous êtes personne concernée, vous vous dites, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire, donc, je dois pouvoir avoir accès aux meilleurs des traitements et aux traitements les plus innovants. Et donc, vous voyez bien que dans tout ça, nous avons en fait une vraie tension entre les attentes d'une population, les attentes des professionnels et l'impact du progrès. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, comment on peut essayer de faire changer un peu les lignes et essayer de faire que tout le monde se rencontre et qu'on améliore, en moyenne, notre système de santé. Moi, je crois qu'il y a plusieurs pistes. La première piste que peut-être que je voudrais mettre en avant, c'est la question d'une réponse au niveau des territoires et des territoires de proximité. Nous avons un système de santé qui est beaucoup trop administré. Nous avons un système de santé qui est très piloté au niveau du ministère de la Santé. Et comme il y a assez peu de confiance dans les acteurs de la réponse, et quand je dis les acteurs de la réponse, je pense autant aux agences régionales de santé que je pense aux établissements de santé, que je pense aux professionnels, il y a tellement de peu de confiance qu'en réalité, on cherche à définir des solutions au niveau national et en ayant défini tous les boutons de guêtre pour être sûr que personne ne pourra passer dans les interstices. Ce dont nous avons besoin et dont le système de santé a besoin, c'est de confiance. Et dans la confiance, le sujet du territoire est absolument majeur. Et je pense qu'il faut qu'on réussisse à faire basculer les choses pour passer d'un système descendant à un système ascendant. Et donc, il me semble, notamment en période de pénurie de professionnels, il faut que les acteurs qui soient sur un territoire, quel que soit leur statut, parce que pour le coup, peu importe, je veux dire, sortons de nos enjeux de statut, il faut que ces acteurs-là se mettent autour d'une table et définissent c'est quoi les besoins de la population et donc comment chacun contribue à la réponse des besoins de la population. D'une certaine manière, c'est ce que nous avons réussi à faire avec l'épisode de la Covid. C'est-à-dire qu'au démarrage, dans cette crise sanitaire, il y a d'abord eu une volonté de l'État de dire, voilà, on va vous dire ce que vous devez faire, etc. Puis à un moment donné, ils ont été dépassés par les événements et ils ont fini par laisser la main. Et ils ont fini par laisser la main aux acteurs du territoire et en leur disant, dites-nous ce dont vous avez besoin pour réussir à répondre à la crise. Bon.
Et c'est comme ça, en fait, que les choses ont fonctionné. Et donc, on s'est dit, super, ça y est, on est sorti de notre de difficulté. On a enfin compris qu'il fallait renverser un peu le sens de l'histoire. Sauf que, bien évidemment, la crise terminée, on est reparti sur nos vieilles habitudes et on est reparti sur quelque chose qui était extraordinairement descendant. Donc, le premier sujet, c'est ça. C'est ce qu'on appelle au Canada, par exemple, tout ce qui est la santé communautaire ou la responsabilité populationnelle. Les acteurs de santé sur un territoire, ils ont la responsabilité de la prévention, du soin et de l'accompagnement d'une population. Et donc, ils s'organisent entre eux pour répondre au mieux. Donc, pour moi, le premier élément, c'est effectivement la question du territoire. Le deuxième élément sur lequel, à mon avis, il faut qu'on se base, c'est sur la question du contrat. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réussisse, j'allais dire, à tous les échelons, à avoir une réflexion qui est de dire, plutôt que d'être sur le statut, soyons sur le contrat. Plutôt que d'être sur des logiques d'autorisation de réalisation d'actes, soyons sur le contrat. Pourquoi je plaide la logique du contrat? Parce qu'en réalité, le contrat, ça permet d'avoir un échange entre celui qui prescrit et celui qui réalise. Et donc, si je représente là aussi, donc la FEAP qui représente le privé solidaire, pour le coup, avec les professionnels de santé, nous sommes sur la logique du contrat. C'est-à-dire que quand un établissement de chez nous recrute un médecin, il le fait dans une logique de donnant-donnant. C'est-à-dire que le médecin, il vient parce qu'il dit, écoutez, moi, je veux réaliser ou développer telle activité, avoir telle activité de recherche, etc. Et donc, voilà les moyens dont j'ai besoin. Et l'établissement qui recrute, lui, va être dans quelque chose qui est de dire, d'accord, mais dans ce cas-là, il faut que vous réalisiez tel niveau d'activité pour permettre effectivement le développement de l'établissement. Et donc, si le contrat tient, tout va bien. Et ben, si le contrat ne tient plus, et ben, à un moment donné, on se quitte. Je veux dire, en disant que les choses ne se font pas. Pour le coup, c'est vrai que le statut de la fonction hospitalière ne permet pas vraiment des logiques de ce type-là. Mais le contrat, il n'est pas qu'entre l'établissement et le professionnel. À mon avis, le contrat, il est aussi avec la logique d'équipe et donc avec la logique du projet de service. C'est-à-dire que si on veut donner de l'autonomie et de la responsabilité aux acteurs, il faut que les équipes et également des zones d'autonomie et d'organisation, et qu'il y ait des contrats possibles entre les directions et les équipes, quel que soit le secteur d'activité. Et puis le contrat vaut également dans ce que je disais tout à l'heure sur les territoires, c'est-à-dire que s'il y a des objectifs qui ont été fixés par les acteurs du territoire, ben, il faut qu'il y ait un contrat qui soit passé avec l'agence régionale de santé en disant vous avez tels objectifs, donc on s'engage à vous donner tel moyen, mais en revanche, et ça on ne sait pas bien faire en France, on évalue. Donc on évalue pour savoir si ce que l'on s'était dit qu'on ferait, on allait le faire. C'est-à-dire qu'on essaie de sortir de logique, si vous me permettez la chose, je le mets entre guillemets, de rente de situation. Donc la logique du contrat me semble majeure. Et puis le dernier point, et ensuite je vais laisser le temps aux questions, le dernier point tourne autour de la gouvernance et du financement. Et donc, j'ai commencé en réponse en disant qu'il fallait de la confiance. Je dirais maintenant qu'il faut également de la souplesse. Et dans cette logique de souplesse, nous en manquons singulièrement. Alors, par exemple, vous avez vu tous les débats qu'il y a eu ces derniers temps sur le vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce projet de loi de finances, on a donc des objectifs nationaux de dépenses d'assurance maladie qui sont répartis en sous-enveloppes. C'est-à-dire qu'on a l'ONDAM pour la médecine de ville, on a le sous-ONDAM pour la médecine de ville, le sous-ONDAM pour l'hôpital, le sous-ONDAM pour le secteur médico-social. Et dès lors que vous voulez transformer un peu les choses, que vous voulez raisonner par exemple en logique de parcours, en se disant pour des personnes qui ont des maladies chroniques, voilà, une insuffisance cardiaque, un diabète, en réalité, cette personne-là va faire des allers-retours entre la médecine de ville, l'hôpital, voire l'accompagnement médico-social. Et là, le financement, il ne sait pas répondre à ça. Parce que nous avons des financements en tuyaux d'orgue et que c'est impossible de passer de l'un à l'autre.
souplesse. Voilà. Même chose du côté du pilotage, qui est encore un peu plus compliqué, la logique du pilotage, parce qu'en réalité, on a un double pilote. On a un pilote qui est l'assurance maladie, donc la sécurité sociale, en logique assureur, et puis on a un pilote qui est l'État en tant que responsable d'une politique de santé. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils ne se parlent pas, ça serait exagéré, mais en réalité, ils ne poursuivent pas toujours les mêmes objectifs. Et en plus, chacun a d'une certaine manière une responsabilité dans les discussions de financement, puisque l'assurance maladie a une responsabilité dans les négociations conventionnelles avec les médecins libéraux, lorsque l'État a une responsabilité dans la logique du financement des établissements de santé et des établissements médico-sociaux. Donc, vous voyez à peu près la complexité pour réussir à mener une politique un peu unifiée, tant au niveau national qu'au niveau régional. Donc, à mon sens, pour faire bouger notre système de santé, nous avons besoin de confiance, proximité et souplesse. Et avec ça, on a peut-être une chance d'y arriver. Merci beaucoup, Marie-Sophie, pour ce propos liminaire tout à fait stimulant et de plus qui tient impeccablement dans le temps imparti. Avant de passer aux questions, comme on a plusieurs fois évoqué le passé et le fait que des choses changent, je voudrais attirer votre attention sur un livre qui nous donne une image de ce passé, au fond de la médecine dans les 30 Glorieuses. C'est le livre de notre ami Olivier Artigue, dont on a déjà parlé sur le site des Vigilants, qui s'appelle Charles Dubost, pionnier de la chirurgie cardiaque, mais qui, au-delà du portrait de ce personnage, est un portrait un petit peu de comment ça se passait dans les hôpitaux, du temps où le chiffre que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la proportion des dépenses de santé dans la richesse nationale, augmentait tous les ans allègrement, et où la richesse nationale augmentait elle-même tous les ans allègrement, où donc il y avait des capacités financières en expansion. Et pour tout dire, c'est un peu la conclusion d'Olivier, et qui est très sévère dans sa conclusion sur l'administration du système de santé aujourd'hui. C'est ce qui m'a un petit peu donné envie d'organiser cette rencontre avec Marie-Sophie. Alors, je vais venir aux questions. Justement, je vois qu'il y en a une d'Olivier. Je voudrais quand même, avant de venir aux différentes questions, en poser une plus large. Tout ce qu'on se dit là, est-ce que c'est purement français ou est-ce que, d'après ce qu'on peut voir, des pays équivalents, notamment en Europe, vivent des problèmes de même nature, notamment dans la relation des médecins à leur profession, au système, aux patients, etc. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on retrouve actuellement partout un départ de soignants. C'est-à-dire que cette logique post-Covid, qui est sans doute liée à une surmobilisation sur une durée super longue, hein, parce que c'est 2 ans, donc une surmobilisation pendant 2 ans, aboutit au fait qu'un certain nombre de soignants, et donc pour le coup ça c'est vrai dans tous les pays développés, décident. Et donc, quand on dit décide d'aller voir ailleurs, c'est en fait plutôt de quitter la profession. C'est-à-dire qu'en réalité, ce n'est pas un jeu de je vais voir, si, tout en continuant mon métier de soignant, je vais voir si je ne peux pas le faire ailleurs différemment. Pour un certain nombre, notamment d'infirmiers, d'aides-soignants, etc., c'est vraiment un départ. C'est-à-dire que, je dis quelquefois un peu rapidement, mais qu'il y a un certain nombre d'aides-soignants qui, aujourd'hui, plutôt que d'aides-soignants en EHPAD, préfèrent être caissière chez Carrefour. Parce que la charge mentale, les contraintes sont moindres et que
avec un salaire qui n'est pas significativement plus bas, on a une qualité de vie qui est préférée. Donc, sur ce sujet du départ, on le retrouve partout. Après, sur la question de la relation entre les professionnels et l'administration, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que nous avons un pays super administré ou suradministré. Et donc, pour le coup, c'est moins vrai, notamment dans les pays anglo-saxons. Voilà, donc, qui est quand même moins administré. Je dis ça, mais en même temps, si vous regardez un peu l'actualité, vous avez vu aujourd'hui la crise du NHS en Angleterre, et c'était une véritable catastrophe autour du délai d'accès aux soins, autour de la question du nombre de professionnels qui partent. Donc, on est quand même dans un système qui est plutôt en crise. Alors, j'évoquais le livre d'Olivier tout à l'heure et sa conclusion. Et justement, Olivier nous pose une question sur l'explosion du nombre des administratifs depuis les années 2000. Nous disons même qu'un salarié sur 3 à l'hôpital serait un administratif, qui a 27 directeurs à l'Agence régionale de santé Grand Est, et que tout ça ne laisse plus de temps à l'essentiel de ce qui doit se passer entre le médecin et le patient, l'empathie. Voilà, cette vision privilégiant le contrôle de gestion, est-ce qu'elle a fait son temps? Je voudrais quand même préciser au passage par rapport au pognon de dingue, un des chiffres que je suis allé regarder, c'est le coût de l'administration, justement, et les chiffres officiels nous donnent 15 milliards d'euros sur 300, en gros, pour la gestion-administration du système. Alors, est-ce que vraiment, il n'y a plus que des administratifs à l'hôpital, Sophie? Non, et heureusement. Alors, je ne voudrais pas me lancer dans une bataille de chiffres parce que je pense que ce n'est pas très intéressant. Mais quand on dit personnel administratif, il faut savoir que ce qui a été en fait fondamentalement renforcé, alors après on peut le discuter, c'est les secrétaires médicaux. Les secrétaires médicaux, c'est considéré comme du temps administratif, mais en même temps, c'était bien pour améliorer la relation entre le soignant et le soigné, parce qu'une des grandes critiques qui étaient faites, par exemple, aux hôpitaux, c'est le fait que les lettres de sortie de l'hôpital arrivaient que 15 jours ou 3 semaines après, etc. Donc, il y a eu un renforcement du temps sur les secrétaires médicales. Et puis, il y a eu également, pour comptabiliser l'activité, puisque financièrement, on est sur une tarification à l'activité, il y a eu de la création, effectivement, donc de postes autour pour comptabiliser finalement l'activité qui était réalisée dans les services. C'est ce qui explique, j'allais dire, l'augmentation très importante du temps administratif. Mais vous voyez, qui dit temps administratif ne veut pas forcément dire temps de directeur. Donc ça, c'est ma premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, sur la question des agences régionales de santé, en réalité, il y a eu, au moment de la création des ARS et depuis une dizaine d'années, une diminution drastique du nombre d'emplois dans les agences régionales de santé comparée à ce qui existait auparavant, puisque les ARS sont le regroupement de DRAS, de DAS et de certains échelons de l'assurance maladie. Donc, en nombre de professionnels, on a réduit le pilotage régional d'à peu près 20% de professionnels, ce qui d'ailleurs pose un certain nombre de difficultés. Et donc, moi, ce qui me semble le plus important, ce n'est pas tellement l'effet nombre, c'est l'effet effectivement perception. Voilà. C'est effectivement, je le reconnais, la perception, c'est que pour les services, pour les professionnels, pour les médecins, il y a la perception d'avoir au-dessus d'eux, c'est-à-dire un élément contrôlant et super contrôlant des procédures. Alors, à quoi c'est dû? C'est dû, j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, mais je le redis, tout d'abord à la question autour des procédures qualité. C'est-à-dire que le niveau, j'allais dire, d'écriture de procédures, de surveillance de procédures,
pour s'assurer que l'organisation est bonne, que ça a été donc les bonnes pratiques, etc. Donc, avec la création de la haute autorité de santé, avec la logique de la certification des établissements, etc., on a créé, j'allais dire, un système de procédures qui est alors pour le coup assez dans la logique anglo-saxonne et qui a donc créé cette perception d'un contrôle permanent et donc d'une perte d'autonomie, parce qu'en fait, il faut toujours rentrer dans le protocole, dans la procédure, sinon, quand on dévie, on a des difficultés. Donc, je dirais, ça, c'est un premier élément, très certainement, qui a joué sur cette perception-là. Le deuxième, mais Jean-Claude le disait tout à l'heure, c'est l'aspect financier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et ce virage-là, il date d'il y a un peu plus de 20 ans maintenant, on s'est dit, on ne peut pas continuer à faire augmenter au même rythme les dépenses de santé dans le PIB en France, parce que nous sommes déjà plus élevés que d'autres. Et donc, on a donc augmenté les contrôles sur la question de la dépense et donc des justifications de dépenses, et on a augmenté les contrôles autour du suivi de l'activité, et donc de s'assurer qu'il y avait une bonne adéquation entre activité et dépenses. Forcément, ça fait rentrer, j'allais dire, dans le cœur du réacteur, si vous me permettez, ça fait rentrer dans les pratiques de service. C'est-à-dire donc de savoir pourquoi vous avez besoin de vous, tant de professionnels, pour tant d'infirmières pour 15 lits, lorsque le service d'à côté a besoin de moins d'infirmières, etc. Donc, on rentre dans des logiques, j'allais dire, de comparaison, etc., qui augmentent ce poids ce poids du contrôle. Et puis, doit jouer également dans cette perception-là, et là, je rentre plus sur la question de l'organisation médicale, et le gouvernement essaie d'y revenir un peu, c'est qu'avant, on avait des logiques de service, donc de taille un peu réduite, avec un chef de service, quelques PH, etc. Et puis, on est passé en département, on est passé en pôle, et donc, il y a eu un très grand éloignement entre la pratique de l'interne, du chef de clinique, du praticien hospitalier, et puis le responsable du pôle. Donc, l'augmentation de la taille de l'unité hospitalière a également créé sans doute un sentiment d'éloignement et de déresponsabilisation pour celles et ceux qui sont, j'allais dire, au contact direct du malade. Mais donc, il y a bien un sujet dans ce que nous dit Olivier. Absolument. De suradministration et plus encore de perception de suradministration, et les mots-clés évoqués, utilisés tout à l'heure, contrat, souplesse, etc., c'est bien notamment dans l'intention d'essayer d'améliorer. Absolument. De répondre à cette problématique qui est réelle et qui fait effectivement, qui peut décourager un certain nombre de professionnels. Mais pour connaître également encore quelques personnes dans la profession, qui découragent également des directeurs qui sont à la tête de petits établissements qui ont au-dessus d'eux 2, 3, 4, 5 échelons et qui également ont perdu en autonomie et en responsabilité. Alors, j'ai des questions autour des questions financières, et au fond, j'ai deux questions un peu en miroir. L'une de Bernard Bougel qui me demande, ces professionnels de santé, est-ce qu'on les paye assez? Il évoque notamment les revendications récentes des généralistes en France, et il dit qu'au Canada, où il va souvent, la rémunération d'un spécialiste, et plutôt la consultation d'un spécialiste, est plutôt de l'ordre de 100 ou 140 dollars canadiens, je pense qu'il me dit. Voilà, en gros, c'est au-dessus des niveaux français. Donc, est-ce qu'on a un problème de rémunération des professionnels? Et j'ai envie de mettre un peu, d'annoncer un peu en miroir une question de Jean-Michel Goyard, qui, lui, s'inquiète du fait qu'on dépense beaucoup, et qui se demande s'il ne faut pas mieux maîtriser notre panier de soins remboursé pour tous et introduire des… Donc, voilà, j'avais envie de les poser en parallèle parce que d'une certaine manière, c'est deux aspects de notre problème de financement. Alors, les médecins, est-ce qu'on les paye assez?
Vous me permettez de ne pas parler que des médecins. Oui. Voilà, je vais parler de l'ensemble des professionnels. Il y a toujours plusieurs manières de voir ces sujets-là, hein. Donc, si on regarde par rapport au niveau de rémunération des autres pays européens, nous sommes en dessous. Donc, c'est comme pour l'éducation nationale, etc. Nous payons en moyenne moins nos soignants que les autres pays européens. Ça devrait quand même un peu nous interpeller. Bon. En même temps, avec la crise sanitaire, il a été donc redonné 183 € pour tous les soignants, donc ce qui pouvait faire des évolutions de salaire entre 8 et 12%, puisque comme c'était une somme forfaitaire, forcément, en fonction de votre niveau de salaire de base, ça avait un impact différent. Ce qui n'est pas rien, et ce qui s'est compté en milliards, bien évidemment, hein, pour le coût pour la France. Et si je devais en tirer un constat aujourd'hui, ça a été complètement perdu de vue. C'est-à-dire que les professionnels ont totalement oublié qu'ils avaient eu en moyenne 10% d'augmentation. Pourquoi et quelle conclusion j'en tire? Je tire la conclusion que le sujet n'est pas que salarial et qu'on a plutôt un sujet qui est de reconnaissance de mon travail dans l'équipe, dans l'hôpital, etc., d'autonomie, de capacité à passer du temps avec les malades, etc., plus que intrinsèquement un sujet de rémunération. Le sujet des médecins généralistes est un peu différent. Est-ce qu'effectivement, une consultation à 25 €, c'est suffisant? C'est vrai que quand on regarde combien on paye un plombier ou un électricien, etc., on peut se dire que c'est quand même un acte technique et d'expert qui n'est quand même pas extraordinairement revalorisé. Bon, ça c'est un premier élément de réponse. Bon, deuxième élément de réponse, évidemment, passer de 25 à 50 €, vous voyez bien que financièrement, tout ceci est quand même relativement compliqué. Et ce qui me semble surtout, c'est que oui, l'augmentation est justifiée, mais elle doit être justifiée sur des logiques d'objectifs et donc de qualité de soins et de s'assurer que tout le monde effectivement a accès aux soins. Et que ça se fait dans une logique de travail d'équipe, que ça prend en compte les logiques de prévention, etc. Parce que quand même, notre système, je le fais un peu rapide, mais notre système fait qu'aujourd'hui, vous prenez rendez-vous chez votre médecin, que ce soit justifié ou pas, personne ne le regarde, vous êtes remboursé pour cette consultation sur le médecin, et le médecin peut vous demander de revenir tant de fois, etc. Personne, en fait, c'est vraiment un acte libre entre un patient et son médecin. À un moment donné, en logique de responsabilité populationnelle dont je parlais tout à l'heure, il faudrait quand même s'assurer que votre médecin traitant, il fait bien le travail de prévention autour des enjeux de vaccination, autour des enjeux de dépistage, autour des enjeux, etc. Et que, d'une certaine manière, la rémunération puisse se faire plus qu'elle ne se fait aujourd'hui sur des questions d'objectifs. Et donc, de rémunération par objectif soit éventuellement de rémunération d'équipe, plutôt que de ce qu'on appelle de soins primaires, plus que de la rémunération totalement individuelle aux médecins. Alors après, il y a la deuxième question en miroir, c'est qui paye? Voilà, c'est jusqu'où on socialise la dépense. Je voudrais m'arrêter un petit instant là sur la réponse. Le généraliste, il a une partie aujourd'hui de sa rémunération qui est ce que je lui paye, et il a déjà une partie de sa rémunération qui est des forfaits divers. Dans la direction. En fait, très peu. Alors, il l'a, par exemple, pour des personnes de plus de 75 ans, etc., avec des logiques de consultation longue, etc. Mais en même temps, il n'y a pas de contrôle pour savoir ce qu'il fait de sa consultation longue. Mais parce que dans la logique objectif, etc., il aurait une plus grande partie de sa rémunération justement liée en forfaitaire, en dehors de la consultation. Mais est-ce que ça n'accroît pas ce phénomène pour le patient qu'il ne voit pas le coût de ce qu'il coûte, de ce qu'il paye, et que d'une certaine manière, ces 25 € ont quelque chose de dépréciatif pour le médecin, qu'il faudrait que même s'il est remboursé,
que le patient ait plus l'impression de payer quelque chose, oui, effectivement, de plus qu'au plombier. oui, enfin on le dit pour le médecin libéral ou le médecin généraliste, c'est vrai aussi pour l'hôpital. C'est comment vous savez combien vous avez coûté finalement à l'hôpital, puisque là aussi, hein, je veux dire, globalement, la dépense, elle est socialisée. Ce n'est pas juste un sujet de médecine libérale, c'est notre système qui est la sécurité sociale telle qu'elle a été construite après, en 1945, qui fait qu'on a décidé que pour les dépenses de santé, elles étaient socialisées, et donc c'était le collectif qui, sans condition de ressources, et de voilà, rembourser tout le monde. On peut toujours réinterroger cela, mais je crois honnêtement que ça fait partie de notre pacte social. Donc c'est compliqué de revenir sur cet aspect-là des sujets. En revanche, il me semble que être dans une logique de donner à voir la réalité du coût, je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel il faut que l'on travaille, qu'on réussisse à mieux le traiter. Et je redis, il faut que les dépenses, on soit assuré qu'au final, elles entrent dans un parcours qui va de la prévention à l'accompagnement, et que ça n'est pas juste un acte technique isolé, mais c'est un acte qui s'inscrit dans une prise en charge globale de la personne. Alors, la question, on a laissé de côté du coup la question de Jean-Michel sur ce panier de soins remboursés pour tous. Est-ce qu'il faut créer, si je puis dire, des incitations à l'économie pour les patients en remboursant moins généreusement voilà. On le fait déjà. Vous avez bien vu que, par exemple, depuis quelques années, on est en logique de déremboursement d'un certain nombre de médicaments qui sont considérés comme étant des médicaments de confort. Et donc, des médicaments qui, jusqu'à présent, étaient remboursés à 100%, désormais, ont eu un niveau de remboursement qui a été singulièrement diminué. Donc, de fait, sur la question des médicaments, c'est quelque chose qui a été mis en place. Un autre débat que l'on pourrait avoir, que pour le coup les pays anglo-saxons ont beaucoup plus facilement que nous, c'est jusqu'où la société, puisqu'en réalité c'est nous qui payons, nous devons prendre en compte les conduites à risque d'un certain nombre de personnes de la population. Le débat, par exemple, existait, commence à être d'ailleurs réglé côté sécurité publique et pompiers sur les accidents de ski et la nécessité d'aller rechercher des personnes en haut des sommets neigeux. Mais on pourrait avoir la même question sur est-ce que finalement on se doit de prendre en compte les accidents de ski, et est-ce que c'est normal que ce soit finalement la société qui prennent en compte une logique de risque de ce type-là. J'ai pris celui-là parce que c'était le plus simple, mais vous voyez bien que sur toutes les addictions, la question de la consommation d'alcool, la consommation de tabac, etc., dès lors que l'on connaît les enjeux, les logiques de prévention, dès lors qu'on a expliqué à tout le monde quels étaient les risques du tabac ou de l'alcool, jusqu'où, lorsqu'une pathologie se développe, jusqu'où effectivement on doit continuer à prendre en charge cette dépense-là. Par exemple, je parlais des Anglais tout à l'heure, les Anglais, sur les questions de greffe de foie, ne prennent pas en compte des personnes qui ont des conduites addictives à l'alcool. Et donc, globalement, donc, la conduite à risque fait qu'on ne peut plus avoir accès à un certain nombre de soins qui sont sinon naturellement accessibles. Vous voyez bien que ces débats-là sont, j'allais dire, lourds d'un point de vue éthique, bien évidemment, mais posent effectivement la question de qu'est-ce que la société doit continuer à payer et qu'est-ce qui doit être pris en compte parce que c'est un choix individuel de la personne. Je n'ai pas la réponse pour vous dire les choses. Mais je pense que ces débats-là, il faudrait qu'ils aient plus lieu dans notre société, notamment parce que nous sommes très en retard sur les enjeux de prévention. Et que globalement, nous ne sommes pas bons
sur justement ces aspects, notamment liés au tabac et à l'alcool, qui font des ravages, qui tuent des milliers de personnes tous les ans et qui forcément créent des maladies chroniques. Toujours on a fait un petit peu de comparaison très intéressante avec l'étranger tout à l'heure pour savoir que, notamment, qu'ils ont des problèmes de même nature. J'ai une question de Bruno Latourette qui voudrait qu'on creuse un petit peu sur le Canada et éventuellement pas que sur le Canada. Est-ce qu'il y a des exemples dont on peut s'inspirer ailleurs? Donc, le Canada et leur logique de gestion au niveau du territoire, est-ce qu'on peut en dire un peu plus là-dessus? Et puis, est-ce qu'il y a dans d'autres pays des choses dont on peut s'inspirer? Sachant, petite parenthèse, que moi qui ai une fille et un gendre médecin au Canada, je n'ai pas l'impression qu'ils se trouvent peu administrés. Non, mais je pense que la question de l'administration, elle est partout, parce que je le redis, c'est lié plus qu'à l'administration, c'est aux procédures qui entourent désormais les pratiques médicales et les pratiques de soins. Alors, ceux qui ont fait, je trouve, un virage extraordinairement intéressant, c'est la Catalogne. La Catalogne, parce qu'ils ont complètement refondu les équipes de soins primaires. Donc, ils avaient un système un peu comme nous, hein, c'est-à-dire avec des médecins libéraux, chacun choisissant son médecin, etc. Et ils ont en fait décidé de raisonner en logique d'équipe, chaque personne étant finalement attribuée au suivi par une équipe. On revient sur le sujet de la responsabilité populationnelle, de la santé communautaire. Ça veut dire derrière qu'ils n'ont plus le choix de leur médecin. Enfin, ils ont le choix une fois, mais ensuite ils ne peuvent plus être dans le nomadisme médical, et donc ils ne peuvent pas être soignés par d'autres que l'équipe. Et donc ils sont sortis également d'une équipe un peu, j'allais dire, de pratique individuelle de soins et de rémunération libérale à un principe de rémunération d'équipe, et la rémunération étant ensuite répartie au sein de l'équipe. Visiblement, sur l'aspect réponse aux attentes des populations, pour le coup, c'est une vraie révolution positive. Et ils l'ont fait super rapidement, c'est-à-dire qu'en l'espace de 2 ans, ils ont fait complètement basculer le système. Sans doute des choses qu'on a un peu plus de mal à faire dans notre pays. Et au passage, ça souligne que les régions ont un pouvoir que je ne soupçonnais pas en Espagne, de gestion autonome. Absolument. Oui, quand même, ils sont autonomes. Hein, donc, il y a l'autonomie de la Catalogne, ou du moins, le contrat qu'ils ont avec Madrid est très particulier. Donc, ils ont effectivement de vraies zones d'autonomie. Et qui est ce que je plaide également, hein, c'est-à-dire que dans une logique de territoire, tout à l'heure, je parlais vraiment de territoire de proximité, mais honnêtement, moi, j'ai été en Pays de la Loire, on ne peut pas raisonner la question du Pays de la Loire comme on raisonne les Hauts-de-France ou comme on raisonne l'Île-de-France. Les réponses même ne peuvent pas être exactement les mêmes. Et au sein même d'une région comme Pays de la Loire, on ne fait pas les mêmes réponses en Mayenne que vous le faites en Loire-Atlantique. Et c'est pas besoin d'avoir une intelligence folle pour se dire que la densité de population, la densité de soignants, etc., exige que l'on ait des réponses qui soient très différenciées en fonction des territoires. Donc, au passage, la logique de l'existence des agences régionales de santé, c'est bien, mais j'entends aussi derrière qu'il faut leur laisser du coup un peu d'autonomie parce que ce n'est pas pareil partout. Bien sûr, oui. Alors, oui, moi, je peux que dire que c'est bien. J'ai contribué à la création de l'ARS Pays de la Loire. Je ne vous dirai pas que ce n'est pas bien, mais même, je dois dire, cette fois-ci, en tant que fédération, et notamment pendant la période donc, de la crise sanitaire, globalement, tous nos adhérents, ils sont plus de 5000 sur le territoire français, tous les adhérents ont salué le travail de coordination qui a été réalisé par les agences régionales de santé. Alors oui, il y a eu des bugs au démarrage, un ARS Grand Est qui a vécu le démarrage de la crise, etc., et qui a dû inventer des choses qui n'existaient pas. Mais ensuite, il y a eu une capacité de réorganisation et de portage qui s'est plutôt bien passée, alors qu'à l'inverse, les départements
qui était quand même également super concerné parce que pour partie, il finance les EHPAD et puis tout le domicile, globalement, en moyenne, étaient aux abonnés absents. Donc, à un moment donné, j'allais dire, l'organisation de la santé, et d'ailleurs, a été résiliente. Parce qu'on parlait quand même de crise, même avant la crise Covid. Reconnaissons collectivement que le système a tenu le choc et que le système a tenu le coup. Alors, on peut toujours avoir des histoires de chasse sur ça s'est mal passé à tel ou tel endroit, mais en moyenne, le système a tenu le coup. J'ai une question un peu longue de Clémentine Langlois, mais que je vais me permettre de résumer en une formule courte. Quel est le rôle de l'Europe dans tout ça, de ce que nous impose l'Europe, et notamment tout ce qu'elle nous impose en termes d'optimisation financière et comptable des États membres? Est-ce que ça ne contribue pas justement à cette logique des financements verticaux, et est-ce que ce n'est pas un frein au passage à la gestion au contrat, à la souplesse et à la démocratie sanitaire ascendante? Non. Je vais faire une réponse courte à une question longue. Non, je vais un peu développer. Mais non, la réponse est non. Alors, si on tire le sujet, il y a effectivement la règle de 3% des déficits qui joue sur les déficits publics des États. Et donc là, il y a une contrainte. L'ancienne règle. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Mais aujourd'hui, honnêtement, tout le monde s'est affranchi à peu près de cette règle-là. Et donc, difficile de dire quand même que la contrainte autour des dépenses est liée à l'Europe. Deuxième élément de réponse, l'Europe a finalement assez peu de rôle dans le champ santé. Donc, il se trouve qu'avec la crise Covid, ils en ont pris un peu plus sur les champs des vaccins et des choses de ce type-là. Mais honnêtement, j'allais dire, le rôle de l'Europe est minime dans le champ santé. On pourrait se poser la question d'ailleurs de savoir s'il ne faudrait pas l'augmenter, mais c'est plutôt à l'inverse. Le seul élément qui a joué, mais qui joue plutôt positivement pour nous, c'est le fait que nous accueillons des professionnels de santé de l'espace Schengen, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une libre circulation des travailleurs, et donc on a également un certain nombre d'Européens qui viennent travailler en France, et je dois dire que nous en sommes plutôt heureux parce que nous en avons besoin dans nos métiers qui sont des métiers à tension. Donc, je pense honnêtement que l'Europe ne joue pas un rôle. Le vrai sujet, qui est quand même un débat de société, mais dans ce cas-là, qui relève du Parlement et qui devrait faire l'objet d'une discussion, y compris au sein de la population, et qui manque, c'est finalement quelle est la somme, est-ce qu'on a une somme maximale qu'on considère justifiée pour les dépenses de santé, en se disant, il faut effectivement, voilà, il faut accepter les augmentations majeures parce que la population avance en âge, qu'il y a de plus en plus de personnes qui vivent avec des maladies chroniques, parce que le niveau d'attente, le progrès technologique, etc., bref, tout ça fait que ça coûte plus cher. Mais dans ce cas-là, ayons un débat clair en disant, ça coûte plus cher, donc on est prêt à mettre plus. Ou alors, on n'est pas prêt à mettre plus. Parce qu'en réalité, dans notre pays, on a d'autres niveaux d'exigence. On dit également qu'il faut s'occuper de nos jeunes, il faut s'occuper de l'éducation, etc. Et donc, on voit bien qu'on a un débat qui est un débat de priorité. Voilà. Donc, mais je trouve qu'on manque singulièrement en France de ce débat autour de la question des priorités. Et puis même, j'allais dire, j'ai le dire tout à l'heure, mais je le redis, tout ne dépend pas des questions de dépenses et d'argent que l'on y met. On a également des sujets qui sont autour des questions d'organisation et de coordination. Parce que vous pouvez mettre toujours plus d'argent dans le système si en même temps, on n'a pas des équipes de professionnels qui sont autour du patient et assurent la coordination et le parcours du patient, vous n'améliorerez pas la qualité de la réponse. Et cette qualité de la réponse, là, pour le coup, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'organisation, c'est une question de travail ensemble des professionnels et dans un lieu qui est quand même très, très corporatiste, c'est très compliqué
de reconnaître le travail de l'autre et les compétences de l'autre dans la prise en charge et l'accompagnement et le soin d'une personne. Donc, on a quand même, j'allais dire, des révolutions internes à réaliser. Et je pense qu'il ne faut pas raisonner en croissance externe en disant si on y met plus d'argent, on y répondra mieux. Pour partie, c'est vrai, mais pour partie quand même, on a besoin de réfléchir à l'organisation de notre système. Alors, justement, Marie-Hélène Dubrul nous posait, alors, pour le coup, elle, une question très courte, j'espère que je l'interprète pas mal. Quid d'un contrat entre le soignant et le patient? Est-ce que cette notion de contrat s'applique aussi à la relation soignant-patient et j'ai envie de dire, du coup, à la relation patient-équipe de soignants? Alors, la réponse est oui. Il faut formaliser, je pense. Oui, c'est ça. La réponse est oui. C'est-à-dire que de toute manière, il y a un contrat implicite. C'est-à-dire que lorsqu'un patient va voir un professionnel, il y a un contrat implicite qui est je vous demande de me soigner et le soignant voilà, le contrat implicite qui est je vais prendre tous les moyens dont je dispose pour pouvoir vous soigner. La question c'est jusqu'où faut-il l'expliciter? En fait, c'est compliqué de l'expliciter parce que dans ce cadre-là, on dit souvent la médecine est un art. Voilà, parce qu'en fait, il y a une obligation de moyens, il n'y a pas une obligation de résultat. Et donc, quand vous êtes dans un contrat, la logique, c'est quand même que l'on définisse le résultat. Et là, c'est particulièrement compliqué. Donc, ce que l'on devrait plus avoir, c'est effectivement, je ne dirais pas là des contrats, mais des documents écrits qui permettent, j'allais dire, d'expliciter la réponse que l'on va apporter à la personne et comment d'ailleurs tout le monde va se coordonner pour répondre aux besoins de la personne. Vous voyez que j'insiste beaucoup sur la question de la coordination, mais pour le coup, c'est ça qui est insupportable. C'est-à-dire que quand vous avez notamment une maladie chronique et qu'en plus vous avancez en âge, vous finissez par avoir un nombre d'intervenants autour de vous qui est absolument insupportable. Et en règle générale, c'est soit vous qui faites la coordination, soit votre aidant, un membre de la famille, etc. Et là, pour le coup, c'est quand même déporter la responsabilité d'une réponse coordonnée au personnel même et à leur famille, sachant que bien évidemment, tout le monde n'est pas en capacité de le faire. Donc, on a vraiment besoin qu'une équipe de soins se mette en place autour des besoins de la personne. L'avantage, je note l'idée de l'écrit au passage, parce que souvent, effectivement, on mémorise mal ce qui a été dit ou on interprète mal ce qui a été dit par le médecin. Éventuellement, l'entourage qui va avoir à connaître de qu'est-ce qu'il a dit le médecin et qu'est-ce qu'il faut faire. S'il pouvait se référer à un écrit, ça serait aussi bien. Alors, c'est un écrit ou c'est éventuellement, et là pour le coup, dans la prise en charge du cancer, ça s'est beaucoup fait, c'est la possibilité d'un rendez-vous de rappel avec une infirmière qui va, après l'annonce du diagnostic, qui va vous décoder et éventuellement répondre à vos questions, parce que bon, diagnostic, on est à peu près sidéré, et même si on vous explique très bien les choses, vous n'enregistrez qu'une partie, des sujets. Et donc, c'est important d'avoir ensuite des professionnels qui sont en capacité de reprendre à froid sur ces questions-là et de pouvoir répondre. On a comme ça des métiers qui sont des infirmières de coordination. Donc vraiment ou des infirmières de pratique avancée qu'on essaie de développer pour répondre à ces enjeux-là. Parce que l'écrit a des limites quand même. L'écrit a des limites. Moi, je me souviens quand on a commencé, après avec les actes chirurgicaux, on a commencé à faire des écrits pour lister en fait tous les risques. Et donc, vous avez 10% de risque de ne pas vous réveiller de votre anesthésie, vous avez 10% de machin, etc., etc. Honnêtement, ça a un petit côté angoissant et c'est un petit côté, voilà, c'est quand même assez compliqué. Donc, là, on revient sur la question de la part de l'humain. Quand on parle des questions de santé, on parle de sujets intimes, on parle de choses qui percutent particulièrement. Donc, il faut garder, j'allais dire, le temps d'échange et le temps relationnel. Donc, je pense que ce qui doit s'écrire, c'est plus les sujets d'organisation
que les sujets de type de réponse et d'explicitation de la maladie ou de ce qui se passe. Alors, j'ai beaucoup de petites questions diverses, dont une à caractère un peu pratique, mais au fond qui intéresse beaucoup de monde et sur laquelle on pourrait peut-être avoir des lumières. Bernard K., je ne sais pas à quoi correspond le cas. Comment résoudre le dilemme entre l'obligation d'avoir un médecin traitant et le fait que le médecin traitant est parti en retraite sans avoir trouvé de remplaçant? Le cas de 30% de la population aujourd'hui. Et donc, il va en augmentant de façon très singulière. Et c'est ce qui revient à ce que je disais autour de l'accès aux soins. Alors, c'est vrai pour la population générale, c'est vrai également pour toutes les personnes âgées qui sont en EHPAD et pour lesquelles c'est aujourd'hui extraordinairement compliqué d'avoir accès à un médecin traitant, alors qu'intuitivement, on se dirait que c'est sans doute celles et ceux qui en auraient le plus besoin. Alors, il y a déjà des mesures qui sont en train de se prendre, juste pour qu'il n'y ait pas d'abord d'impact financier pour les personnes qui ne suivraient pas un parcours coordonné, puisque je vous rappelle que dans un certain nombre de cas, pour pouvoir bénéficier d'un remboursement, il faut que vous soyez passé par votre médecin traitant. Donc, il y a des mesures qui sont en train de se prendre pour qu'à minima, il n'y ait pas quelque chose qui impacte financièrement. Et puis, en réalité, la réponse est dans la logique de la délégation et dans la logique dont je parlais tout à l'heure du fonctionnement en équipe. C'est-à-dire qu'on demande un médecin traitant. Moi, spontanément, c'est plutôt ce que je défends aujourd'hui dans tous les travaux qui se font dans le Conseil national de la refondation et la conférence des parties prenantes, c'est-à-dire que dans un certain nombre de cas, en réalité, ce dont on a besoin, c'est d'un référent santé. Et qu'un pharmacien, un infirmier, et puis surtout pour tous ceux qui ont des pathologies chroniques et qui sont en établissement, etc., vous pouvez avoir des infirmiers, des personnes qui sont en capacité d'être le référent santé pour limiter le recours aux médecins que lorsqu'on a besoin, j'allais dire, de la valeur ajoutée de l'expertise médicale. Je vous rappelle que dans la plupart des pays anglo-saxons, on a un niveau de compétences qui est entre l'infirmier et le médecin et qui fait tout ce travail-là. Et donc, c'est un sujet qui divise beaucoup les médecins parce qu'en fait, ils craignent, j'allais dire, de perdre de la patientèle, si je puis le dire de cette façon-là, mais en réalité, ça serait, à mon sens, une manière de permettre de valoriser 10 ou 12 ans d'études pour n'être que sur des actes à haute valeur ajoutée, objectivement, ce qui n'est pas le cas le plus souvent quand vous faites des certificats de sport, etc. Ça a été, par exemple, un combat sans fin, et maintenant tout le monde est super content, que la vaccination par les pharmaciens. Donc, je veux dire, les syndicats de médecins étaient contre. Honnêtement, je veux dire, plus personne n'envisagerait que ça soit autrement. En logique de proximité, c'est quand même le réseau qui est le plus important. En soins, ce sont quand même les pharmacies. Et honnêtement, ça n'a rien retiré aux médecins qui, de toute manière, ont du travail par-dessus la tête. Mais donc, à court terme, Bernard Cagnard, puisque c'est de lui qu'il s'agit, on peut lui donner aucun conseil sur comment se débrouiller tant qu'il n'a pas trouvé un médecin traitant. Non. Alors, une des manières les plus simples quand même de trouver un médecin traitant aujourd'hui, c'est d'éviter d'aller chez un médecin qui a une pratique solitaire et individuelle et aller plutôt dans des cabinets de groupe, je ne sais pas, là, il doit être dans le 14e, j'imagine, mais maison de santé, pluriprofessionnelle, etc. C'est-à-dire là où, en fait, on a un exercice de plusieurs. Voilà, donc c'est aujourd'hui la manière la plus simple de trouver un médecin traitant, mais je reconnais que c'est devenu compliqué. Alors, pour revenir aux questions d'administration du système et de logique d'administration du système, Stéphanie Veillon se demande si tout ce qui s'est passé au cours des décennies précédentes ne nous a pas fait basculer dans une logique de marchandisation du soin
de gestion de l'hôpital comme une entreprise qui n'est pas, évidemment, on entend implicitement derrière le fait que la santé n'est pas adaptée à un tel type de gestion. On est passé de faire des économies à faire des profits. Alors, Dieu sait qu'ils ne font pas des profits actuellement. Vous allez avoir plus d'établissements qui sont en déficit et en déficit chronique que vous n'avez des établissements qui sont en excédent, du moins dans le secteur public. Oui, c'est ça, on a quand même un secteur privé. Et dans le secteur privé solidaire, où pour le coup, on est à la FEAP en gestion désintéressée et sans actionnaire. Donc, on est plutôt dans des logiques aujourd'hui de déficit. Non, mais c'est ce qui est vrai dans ce qu'elle dit, c'est qu'il y a eu tout un courant à un moment donné sur l'hôpital entreprise. C'est vrai. Donc, c'était tout un courant de pensée, mais qui consistait effectivement à dire, à un moment donné, il faut quand même qu'on rentre dans un équilibre dépenses-recettes. Juste ça, quand même. L'histoire de l'hôpital entreprise, c'était de se dire, voilà, on ne peut pas tirer comme ça. À un moment donné, il faut qu'on soit tous responsabilisés sur les recettes et sur les dépenses. Je dis sur les recettes, puisque derrière, c'était à ce moment-là arrivait la tarification à l'activité. Donc, vous aviez plus de recettes quand vous aviez plus d'activité. Donc là, clairement, il y a eu ce mouvement de pensée. Et comme souvent, dans les mouvements de pensée, ils ont sans doute tiré le sujet de façon excessive vers la logique de l'entreprise. En revanche, ce qu'on peut quand même retirer et qui semble, quel que soit le modèle financier, c'est qu'on est quand même gestionnaire de deniers publics. Et donc, on se doit quand même d'avoir l'organisation, j'allais dire, la plus performante pour répondre aux besoins de santé d'une population et en même temps utiliser au mieux les deniers publics qui nous sont confiés. On ne peut pas être non plus dans quelque chose qui est allons-y, largamanu, ce n'est pas un problème, ce n'est pas nous qui payons. Donc, il faut trouver un juste milieu. Mais le juste milieu qui travaille autour de la question de l'organisation et de la performance, c'est quelque chose qui fait sens. Je vous donne des exemples parce que, y compris des exemples un peu médicaux, c'est-à-dire que aujourd'hui, pour une opération de l'appendicite, on a encore des gens qui sont hospitalisés quelques jours, alors que la bonne pratique aujourd'hui est plutôt une hospitalisation sur la journée. Alors, je le dis en moyenne, quand les gens n'ont pas d'autres problèmes, etc., on est d'accord. Bon, ceux qui continuent à hospitaliser plusieurs jours, objectivement, effectivement, ça leur fait rentrer plus d'argent. Mais est-ce que c'était justifié étant donné le type d'opération qui était réalisée? Pas sûr. Et donc, pour le coup, là, les ARS ont une analyse établissement par établissement sur des actes comme ça un peu traceurs. Je vous ai pris l'appendicite, je vous aurais pu prendre les extractions dentaires, etc., où on voit bien que des pratiques différentes, qui ne sont pas forcément de meilleure ou de moins bonne qualité, engendrent des coûts qui n'ont strictement rien à voir. Je veux dire. Donc, il n'est quand même pas illégitime à un moment donné de se poser la question de la performance du système. Et toute pratique n'est pas forcément bonne parce qu'elle a été décidée par un praticien ou par une équipe ou par un service. À un moment donné, il faut également qu'on utilise toutes les innovations, etc., tous ces éléments-là pour optimiser la pratique que l'on apporte et qui ne va pas vers une moindre qualité pour les patients. Dans un cas comme celui qu'on vient d'évoquer, donc la durée de l'hospitalisation pour appendicite, les errements, si je puis dire, peuvent être aussi bien dans le public que dans le privé ou plutôt dans le privé? En moyenne, elles sont plutôt dans le privé. Parce que, justement, je ne voudrais pas qu'on passe à côté de la question, y a-t-il des différences notables, des remarques à faire par rapport à tout ça, sur ce qui se passe dans le privé par rapport à ce qui se passe dans le public ou dans le privé solidaire? Et allons-y, puisque Bernard Bougel nous y invite. Le scandale des EHPAD, comment l'éviter, le scandale des cabinets dentaires, comment l'éviter, il faut contrôler plus, il faut contrôler moins.
Mais vous voyez, tout ceci est contre-intuitif parce que toutes les questions étaient autour de dire on ne donne pas suffisamment de liberté. Et puis voilà donc deux exemples où on aimerait bien quand même que l'État contrôle plus. Donc on est toujours dans des questions d'injonction paradoxale. Alors, tout d'abord, sur la question entre public, privé solidaire et privé, forcément, les modèles ne sont pas les mêmes. Donc, et moi, ce qui me semble majeur, c'est qu'en fait, la contrainte soit partagée par tous. C'est-à-dire que ça serait insupportable qu'il n'y ait que le public ou le privé solidaire, parce que pour le coup, on a quand même des missions de service public, donc on est très proche de la logique de l'hôpital public. La seule chose, c'est qu'on n'a pas les statuts de fonctionnaire, mais sinon, on est quand même très, très proche en termes de mission. Se prennent toutes les contraintes, par exemple, autour de la permanence des soins, donc de l'astreinte, des médecins, etc., pour assurer une présence 24 heures sur 24, alors qu'un autre secteur, qui serait le secteur privé, se ferait finalement les activités qui sont plutôt de l'ambulatoire, etc., et qui présentent moins de contraintes d'organisation et donc de présence de professionnels. Donc, on a besoin que tout le monde partage la contrainte dès lors qu'on est autorisé à réaliser ça. Et pour le coup, ce n'est pas exactement le cas. Et donc, c'est vrai que l'hôpital public, avec ses urgences, avec le fait que il faut mettre en place des astreintes de chirurgie, de neuro, etc. Bref, tous ces éléments-là font peser une contrainte beaucoup plus forte. Voilà. Donc, on a besoin de partager la contrainte. Donc, moi, je ne dis pas il faut supprimer des secteurs, ce n'est pas ça mon propos, mais il faut quand même que tout le monde ait à peu près le même secteur. Ce qu'on voit, par exemple, en 2022, qui quand même nous interroge, c'est que en termes d'activité, ceux qui se développent énormément en termes d'activité, c'est le privé. C'est le privé lucratif cette année. Alors que je vous rappelle on s'est quand même repris 4 mois de Covid en début d'année. En revanche, il y a quand même en moyenne un déficit d'activité beaucoup plus fort de l'hôpital public et du privé solidaire qui ont dû prendre en charge les patients Covid. Honnêtement, ça crée un décrochage qu'on a quelquefois un peu de mal à accepter. Ensuite, sur le sujet des centres dentaires, etc., oui, il faut plus de contrôle. Donc, ça y est, donc la loi, il y a une proposition de loi qui a été votée la semaine dernière sur les soins dentaires et ophtalmo pour les centres de santé. Donc, pour ceux qui se sont fait un peu un faux nez de centres de santé pour développer un peu l'activité. Et donc, vous voyez, on confie aux agences régionales de santé la responsabilité, j'allais dire, d'autoriser et de contrôler c'est ce type de centre de santé. Je dis ce type de centre de santé parce qu'il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce qu'il y a des centres de santé qui sont en fait les anciens dispensaires, qui jouent absolument un rôle majeur dans le maillage, territorial. Donc ça, c'est sur les centres de santé. Sur le scandale Orpea, moi, je ne sais pas, là, pour le coup, alors, il y a un énorme programme de contrôle qui a été donc, prévu par le gouvernement. Alors pour le coup, qui va mobiliser les ARS plus qu'au-delà de leurs moyens réels. Un programme de contrôle pour tout le monde. Pour tout le monde, bien sûr. Évidemment, pour tout le monde. Oui, donc pour tout le monde. En même temps, pourquoi pas. Mais là, vous voyez, on reprend un système de type contrôle, alors qu'il y avait peut-être une autre manière un peu intelligente de travailler ces questions-là. Et donc, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne réponse à un problème, j'allais dire, réel, mais concernant Orpea, qui était quand même lié à un problème d'actionnariat. Parce que le sujet était quand même qu'il fallait rémunérer les actionnaires avant de s'assurer de la bonne qualité de réponse qu'on apportait aux personnes. On peut en dire un peu plus sur quel serait le moyen plus intelligent que le fait de lancer des contrôles de tous azimuts? C'est-à-dire qu'il faut qu'à mon sens, là, on revient sur des problèmes d'organisation interne aux EHPAD. Et il faudrait donc recommander la mise en place d'un certain nombre de choses, de bonnes pratiques, je dirais, dans les EHPAD. Aujourd'hui, par exemple, en psychiatrie, il y a toujours une supervision pour les soignants
qui leur permettent d'avoir un peu du recul lorsqu'ils s'interrogent, ils sont en difficulté, etc. Aujourd'hui, en EHPAD, 90% des personnes qui sont en EHPAD, ce sont des personnes qui ont des troubles du comportement. Donc, c'est une vraie évolution par rapport aux décennies précédentes. Et pour le coup, personne n'est en supervision ou en accompagnement de ces professionnels qui peuvent être à un moment donné, de manière justifiée, en difficulté de relation avec une personne ou une famille du fait des troubles du comportement de cette personne. Par exemple, ça, c'est logique de supervision. Quand même, il y a une espèce d'hypocrisie également collective à se dire qu'on ne renforce pas les moyens de personnel en EHPAD. Alors, le programme du président de la République, c'est 50 000. Bon, sur 5 ans, on est super content. Bon, 2022, on va en avoir 3 000 dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc, on est quand même très loin. Je ne sais pas comment on va faire 50 000 en 5 ans quand on commence par faire 3 000 la première année. Donc, il faut également être en renforcement de personnel. Quand vous avez un ratio qui est à peu près de 0,4 soignants auprès des personnes âgées en EHPAD, que voulez-vous, tout le monde peut comprendre qu'on a un petit problème de temps relationnel avec la personne et qu'on a un problème également de temps de coordination d'équipe. On n'a juste pas les moyens de l'organiser. Parce que la vraie réponse derrière aussi, c'est du temps d'échange de pratiques, quoi. Donc du travail en équipe. Mais pour avoir du travail en équipe, il faut du temps. Bon, eh bien, je ne suis pas sûr qu'on ait répondu absolument à toutes les questions, mais je crois qu'on a quand même répondu à beaucoup. Et on essaye, comme d'habitude, de respecter l'horaire annoncé. Je suis sûr qu'on pourrait continuer pendant des heures encore sur tout ça. Mais Marie-Sophie, merci beaucoup pour cet échange riche et qu'on peut continuer quand on publiera les quelques notes qu'on a pu prendre ou quand on mettra en ligne la vidéo sur le site des Vigilants. Évidemment, vous pouvez commenter, continuer le débat sous cette forme. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir.